Al, vous êtes avec quelqu'un, mademoiselle. Elle répondit non, et la conversation s'arrêta là. À cette soirée de Noël, Aïcha était venue seule, et cela suffisait pour qu'on fasse comme si elle n'existait pas. Les allers-regards glissaient, les sourires ne s'ouvrirent pas, et chaque minute devenait une épreuve silencieuse. Puis, sans annonce, sans mise en scène, un milliardaire s'avança et déclara qu'elle était avec lui. En quelques secondes, la pièce changea de visage. Ce que vous allez entendre n'est pas une histoire d'amour, mais le récit précis d'un renversement de pouvoir. Si vous aimez ces histoires sevrées de dignité, abonnez-vous, laissez un like et écrivez en commentaire d'où vous regardez. Début décembre, Paris s'était déjà replié sur elle-même. Le froid tombait plus vite que la nuit, et les façades grises semblaient absorber la lumière avant même qu'elle n'ait le temps de s'installer. Dans le petit appartement d'Aïcha Mbaye, la lampe du salon diffusait une clarté jaune fatiguée qui ne parvenait pas à masquer les ombres dans les coins. Le bruit régulier des voitures, sur le boulevard, montait jusqu'à la fenêtre entr'ouverte, comme un rappel constant que la ville continuait de vivre, sans se soucier de ses hésitations. Aïcha était assise sur le bord du canapé, son téléphone posé sur la table basse, l'écran encore allumé. Le message de Sophie Laurent s'y affichait, soigneusement formulé, presque anodin. Sophie parlait d'une soirée de Noël, organisée par un client influent, avec ce ton faussement détaché qui laissait entendre que ce genre d'événement faisait partie de la normalité. Networking, rencontres, visages importants, opportunités qu'il serait dommage de manquer. Puis la phrase était venue, glissée comme une évidence, « Tu devrais venir, franchement, tu ferais très bien là-bas ». Aïcha avait souri en lisant ces mots, un sourire poli, presque automatique, mais quelque chose en elle s'était contracté. Elle connaissait ce genre de phrases, leur douceur apparente et leur poids caché. Elle disait moins ce qu'elle semblait offrir que ce qu'elle rappelait en silence. Elle suggérait que, d'ordinaire, elle n'était pas exactement à sa place dans ce type d'espace, et que sa présence serait une exception tolérée, presque un effort de générosité de la part du décor. Elle se leva et se dirigea vers le miroir étroit, accroché dans l'entrée. Elle s'y regarda plus longtemps que d'habitude, observant son visage, la ligne de ses épaules, la manière dont ses cheveux encadrissèrent ses traits. Elle pensa au loyer qui tomberait dans quelques 2 jours, aux factures soigneusement empilées sur la table de la cuisine, aux dépenses qu'elle calculait toujours avant de s'accorder le moindre plaisir. Une robe de soirée n'entrait pas vraiment dans ce budget, et pourtant, elle savait déjà qu'elle avait fait ce choix. Le souvenir d'autres réunions se glissa dans son esprit sans qu'elle l'y invite. Des salles vitrées, des tables trop grandes, des sourires bienveillants qui se fermaient dès qu'elle prenait la parole. On l'avait invitée pour représenter, pour donner l'image d'une ouverture, pour cocher une case invisible. On l'avait écoutée sans l'entendre. Ces scènes revenaient comme des ombres familières, rappelant à Aïcha que la visibilité pouvait être une illusion cruelle. Elle entra dans la chambre et ouvrit l'armoire. La robe était suspendue à l'écart, protégée par une housse fine. Elle l'avait achetée après plusieurs semaines d'hésitation, en renonçant à d'autres choses, en se promettant que ce serait une exception. Elle n'était ni extravagante ni audacieuse, mais elle était belle dans sa simplicité, coupée avec soin, tombant juste comme il fallait. En l'enfilant, Aïcha n'avait pas cherché à impressionner qui que ce soit. Elle avait voulu se sentir digne, à défaut de se sentir légitime. Alors qu'elle ajustait le tissu devant le miroir, son téléphone vibra de nouveau. Sophie proposait de passer avant la soirée. Elle disait avoir quelque chose qui pourrait compléter la tenue, presque en s'excusant de s'imposer. Quand Sophie arriva, elle entra avec l'aisance de quelqu'un qui se sent toujours un peu chez elle partout. Elle observa la robe d'un regard rapide, approbateur, puis sortit de son sac un petit écrin.
J'ai ça, si tu veux, dit-elle d'une voix légère. C'est vintage, ça pourrait faire la différence. Aïcha ouvrit l'écrin et découvrit une paire de boucles d'oreilles délicates, brillantes sans être excessives. Elles captèrent la lumière de la lampe et la renvoyaient avec une élégance discrète. Elle sentit une hésitation la traverser, rapide mais profonde. Elle pensa à la manière dont elle serait perçue, à ce fil invisible qui séparait le correct du déplacé, le simple du jugé, insuffisant. Elle craignit, l'espace d'un instant, de ne pas être assez, même avec cette robe qu'elle avait choisie avec tant de soin. Sophie remarqua ce silence et sourit, comme si elle avait anticipé cette réaction. Elle posa l'écrin sur la table avec un geste rassurant et ajouta, presque en confidence, « Ne t'inquiète pas, personne ne fera la différence. » La phrase se voulait apaisante, mais elle résonna étrangement en Aïcha. Personne ne ferait la différence, parce que, au fond, ce qui comptait n'était pas l'objet lui-même, mais l'illusion qui l'entretenait. Aïcha prit les boucles d'oreilles et les mit, sentant leur poil molli léger contre sa peau. Elle se regarda de nouveau dans le miroir. L'ensemble était harmonieux, et pourtant, une tension persistait dans sa poitrine. Sophie parla ensuite de détails pratiques, de l'heure, du lieu, des personnes qu'il faudrait absolument saluer. Elle y évoqua une femme très riche, influente, dont la présence serait remarquée, sans s'attarder davantage. Aïcha écoutait distraitement, attentive surtout à ses propres sensations. Elle se sentait à la fois préparée et exposée, comme si chaque geste l'avait rapprochée d'un terrain instable. Lorsque Sophie partit, l'appartement retrouva son calme relatif. Aïcha prit son manteau, glissa son portefeuille dans son sac et jeta un dernier regard autour d'elle. Le salon modeste, la cuisine étroite, les livres alignés sur l'étagère, lui rappelaient ce qu'était réellement sa vie. Elle inspira profondément avant d'éteindre la lampe. Dans la rue, l'air froid la saisit immédiatement. Elle ajusta son manteau et commença à marcher vers la station de métro. Les lumières de Noël clignotaient déjà sur les trottoirs, promesse fragile d'une chaleur artificielle. Chaque pas la rapprochait de cette soirée, présentée comme une opportunité, et elle sentait en elle un mélange d'espoir et de méfiance. Elle se demandait si, pour une fois, elle pourrait traverser un espace sans être réduite à un symbole, sans devenir invisible derrière un sourire convenu. En descendant les marches du métro, une question persistait, silencieuse mais insistante, comme un fil tendu entre ce qu'elle était et ce qu'on attendait d'elle. Et si, pour une fois, elle n'était pas invisible? Le hall de l'hôtel s'ouvrait comme une scène soigneusement éclairée. Les guirlandes de Noël dessinaient des arcs lumineux au-dessus des colonnes, et les murs recouverts de marbre renvoyaient une chaleur étudiée, presque artificielle. Des serveurs circulaient avec des plateaux de verre, et le tintement régulier du cristal se mêlait à une musique discrète, assez douce pour ne pas interrompre les conversations, assez présente pour masquer les silences. Tout semblait conçu pour donner l'illusion d'une proximité aimable, alors même que chacun mesurait sa place avec précision. Aïcha entra aux côtés de Sophie, attentive à son pas, à la manière dont sa robe épousait ses mouvements. Sophie avançait avec assurance, saluait des visages qu'elle reconnaissait et commentait à voix basse les détails de la décoration, comme si elle connaissait déjà les codes du lieu. À peine eurent-elles franchi le seuil qu'un groupe se forma autour de Sophie, attiré par un nom, une promesse, un souvenir partagé. Sophie se tourna vers Aïcha avec un sourire rapide et dit simplement qu'elle revenait tout de suite avant de se laisser entraîner par les voix qui l'appelaient. Aïcha resta là, un instant immobile, puis se dirigea vers la table des boissons. Elle saisit un verre d'eau pétillante et le tint entre ses doigts comme une justification silencieuse. Avoir quelque chose en main lui donnait l'impression d'être occupée, presque attendue. Elle observa autour d'elle, cherchant un point d'ancrage,
un regard qui s'attarderait un peu plus longtemps. Les conversations formaient des cercles souples et pourtant fermés, et chaque cercle semblait déjà complet. Elle s'approcha d'un premier groupe, prête à sourire si quelqu'un croisait son regard. Les voix baissèrent légèrement, puis reprirent sans lui faire de place. Rien de brutal, rien d'ouvertement hostile, seulement cette infime réorganisation des corps qui disait sans mots qu'elle n'était pas prévue dans l'équation. Elle tenta un autre pas, un autre cercle, et la même mécanique se répéta, précise et silencieuse. Aïcha comprit alors que Sophie avait choisi de ne pas la ramener dans son sillage. Ce n'était pas un oubli, mais une décision, dictée par la peur d'être associée à quelqu'un qui ne correspondait pas à l'image attendue. Elle revint près de la table des boissons, son verre toujours intact. Le bruit de la salle continuait de l'envelopper, mais elle se sentait séparée par une paroi invisible. C'est à ce moment-là qu'elle la vit. Une femme se tenait à quelques mètres, entourée de regards attentifs, et portait à ses oreilles des boucles identiques à celles d'Aïcha. Identiques dans le dessin, mais radicalement différentes dans leur éclat. La lumière se posait sur le métal avec une assurance tranquille, et la femme les portait comme une évidence, sans crainte ni hésitation. Le cœur d'Aïcha se serra. Elle sentit une chaleur monter à ses joues, tandis que tout s'agençait dans son esprit avec une clarté douloureuse. Sophie n'avait pas proposé ces boucles par simple gentillesse. Elle savait. Elle avait anticipé cette scène, cette comparaison implicite, et avait placé Aïcha exactement là où elle devait être pour servir de détour, de prétexte, de marche invisible vers quelqu'un d'autre. Aïcha n'était pas invitée pour être vue, mais pour permettre à Sophie d'atteindre celle qui comptait vraiment. Autour d'elle, les regards s'y semblaient d'un temps s'attarder plus longtemps. Peut-être n'était-ce qu'une impression, mais elle avait la sensation que les yeux glissaient assez de son visage à ses oreilles, que la question flottait dans l'air, muette et insistante. Sa gorge se dessécha. Elle porta son verre à ses lèvres sans boire, puis le reposa. Elle leva la main vers son oreille, consciente de chaque mouvement, de chaque seconde qui passait. Ses doigts fit trembler lorsqu'ils touchèrent la boucle. Le geste, pourtant simple, lui demanda un effort démesuré. Elle la détacha enfin, puis fit de même de l'autre côté, avec la même précipitation retenue. Le bruit métallique du fermoir se fit entendre lorsqu'elle ouvrit son portefeuille. Ce son, à peine perceptible dans le brouhaha de la salle, résonna en elle comme un choc. Elle glissa les boucles au fond, sous les cartes et les billets, comme si elle enfouissait quelque chose de trop visible, trop fragile. Ce n'était pas seulement la honte de porter un objet qui n'était pas ce qu'il prétendait être. C'était la honte plus profonde d'avoir accepté l'idée qu'elle devait emprunter l'éclat de quelqu'un d'autre pour mériter un regard. En rangeant les boucles, elle avait l'impression de nier une part d'elle-même, celle qui avait espéré que ce petit artifice suffirait à la protéger de l'invisibilité. Elle resta immobile, les mains désormais libres, les oreilles soudain légères et nues. Le froid de l'air lui sembla plus vif à cet endroit précis, comme si la pièce avait changé de température. Elle inspira lentement, s'efforçant de garder le contrôle de ses traits. Partir serait facile, presque logique. Elle pouvait attraper son manteau, se fondre dans la nuit et rentrer chez elle avec la certitude d'avoir encore une fois tenté quelque chose qui n'était pas fait pour elle. Pourtant, elle ne bougea pas. Elle se redressa légèrement, ajusta sa posture et se donna un objectif modeste mais essentiel. Elle resterait encore quelques minutes. Elle se tiendrait droite, sans chercher à se cacher, sans courir après une validation qui lui avait été refusée. Elle ne voulait pas disparaître comme elle l'avait fait tant de fois auparavant, en laissant derrière elle le souvenir vague d'une présence effacée. La musique continua, les vers s'entrechoquèrent, et les conversations suivirent leur cours indifférent. Aïcha resta là, au milieu de la foule,
avec une seule détermination silencieuse. Elle tiendrait bon encore un peu, juste assez pour prouver, à elle-même d'abord, qu'elle pouvait exister sans emprunter l'éclat des autres. La salle avait changé sans que personne ne l'annonce. À mesure que la soirée avançait, les conversations s'étaient déplacées vers les marges, là où l'éclairage se faisait plus discret et où les voix perdaient leur rondeur mondaine. Les rires s'y faisaient plus rares, remplacés par des échanges plus techniques, plus concentrés, comme si le décor consentait enfin à laisser passer autre chose que la façade. Aïcha s'était rapprochée de l'un de ces espaces, non par calcul, mais parce qu'elle y respirait mieux. Les groupes y étaient moins denses, les regards moins pressants. Elle se tenait à une distance prudente, assez proche pour entendre, assez loin pour ne pas paraître intrusive. Elle avait cessé de tenir un verre comme un alibi, et ses mains reposaient calmement le long de son manteau, témoignant d'un effort conscient pour rester présente sans s'excuser. Un homme se tenait un peu à l'écart, près d'une colonne décorée de branches de sapin. Il observait la salle avec une attention presque silencieuse, comme s'il évaluait un ensemble de mécanismes invisibles. Il n'intervenait pas dans les échanges superficiels et ne cherchait pas non plus à capter l'attention. Son regard glissait d'un groupe à l'autre, s'attardant sur les dynamiques plus que sur les visages. C'est ainsi qu'il remarqua Aïcha, non parce qu'elle attirait la lumière, mais précisément parce qu'aucune lumière ne semblait la retenir. À quelques pas d'elle, un petit cercle d'hommes et de femmes discutait d'un projet d'infrastructure verte. Les mots revenaient en boucle, financement, délai, retour sur investissement, comme un refrain appris par cœur. Il parlait beaucoup de capitaux, de garanties, de visibilité politique et presque pas de la réalité concrète du terrain. Aïcha écoutait, attentive, sans chercher à intervenir. Elle reconnaissait ce type de conversation où chacun ajoutait une couche abstraite à un problème fondamentalement pratique. Parce qu'elle n'était pas sollicitée, parce que personne n'attendait rien d'elle, elle entendit tout. Les dates évoquées ne coïncidaient pas. Les responsabilités semblaient se diluer à chaque phrase. Elle identifia rapidement ce qui manquait, ce point de jonction jamais assumé entre les fournisseurs, les transporteurs et les équipes locales. Le projet n'était pas bloqué par l'argent, mais par l'absence d'un relais clair, d'une coordination capable de relier des acteurs qui travaillaient en parallèle sans jamais se rencontrer réellement. Elle hésita. L'habitude lui avait appris à se taire, à garder ses observations pour elle, surtout dans ce genre de contexte. Pourtant, quelque chose avait changé depuis quelques minutes. Peut-être était-ce le fait d'avoir déjà traversé le pire de la soirée, ou peut-être simplement la fatigue d'être spectatrice de sa propre effacement. Elle prit la parole sans hausser la voix, presque comme si elle poursuivait un raisonnement à mi-voix. Elle parla d'un point précis, d'une rupture dans la chaîne logistique qui, si elle n'était pas identifiée clairement, continuerait de provoquer des retards, quels que soient les montants investis. Elle n'employa aucun jargon inutile, ne chercha pas à impressionner. Elle évoqua un cas concret, une situation qu'elle avait connue, et expliqua comment une simple clarification des rôles avait permis de débloquer un projet comparable. Son intervention dura à peine quelques phrases, suffisamment pour exposer une évidence que personne n'avait formulée. Le groupe se tut. Ce ne fut pas un silence hostile, mais un arrêt net, comme si une pièce manquante venait de s'insérer dans un puzzle trop familier. Certains se regardèrent, d'autres baissèrent les yeux, recalculant mentalement ce qu'ils venaient d'entendre. Aïcha sentit son cœur battre plus vite, mais elle resta immobile, consciente d'avoir dit ce qu'elle savait juste. L'homme près de la colonne tourna alors la tête vers elle. Ce n'était pas un regard curieux ou condescendant, mais un regard précis, attentif, celui de quelqu'un qui reconnaît une compétence avant de reconnaître une personne.
Il observa la posture d'Aïcha, la sobriété de ses mots, la manière dont elle n'avait pas cherché à s'imposer. Il comprit immédiatement qu'elle ne parlait pas pour se faire remarquer, mais parce qu'elle avait compris le système de l'intérieur, parce qu'elle avait vécu ses failles. Il ne s'approcha pas. Il resta à sa place, laissant la conversation reprendre lentement autour d'elle. Certains posèrent des questions, d'autres acquiescèrent sans trop s'engager. Aïcha répondit avec la même retenue, sans chercher à prolonger son moment. Elle n'avait pas besoin de convaincre, seulement de dire vrai. Elle ne savait pas qui était cet homme qui l'observait, ni pourquoi son regard lui semblait différent de tous ceux qu'elle avait croisés ce soir-là. Elle sentit pourtant une modification subtile dans l'air, comme si sa présence avait enfin été enregistrée pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle représentait. Ce n'était pas une reconnaissance spectaculaire, ni même visible aux autres, mais une sensation intérieure, presque intime. Lorsque la conversation se dispersa, Aïcha resta quelques instants à sa place. Elle n'éprouvait plus le besoin de se cacher ou de fuir. Pour la première fois depuis son arrivée, elle avait l'impression d'avoir occupé un espace sans emprunter quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Elle existait parce qu'elle comprenait, par cette capacité à relier des éléments que d'autres préféraient ignorer. L'homme près de la colonne détourna finalement le regard, comme s'il avait pris une décision silencieuse. Il ne savait pas encore comment, ni quand, mais une chose était désormais claire pour lui. Aïcha n'était pas une invitée à protéger, ni un symbole à exposer. Il était de celles qui voient ce que ce monde choisit souvent de ne pas voir. Aïcha, de son côté, ignorait tout de ce raisonnement. Elle ne connaissait pas son nom, ni sa place dans cette assemblée. Elle savait seulement que quelque chose s'était déplacé en elle. La honte muette avait cédé la place à une forme de calme inattendu. Elle se tenait là, simplement, consciente que, pour la première fois de la soirée, elle n'était plus invisible. Le centre du hall était devenu le point de gravité de la soirée. Près du petit podium, les donateurs posaient masse devant un panneau discret, souriant avec cette aisance maîtrisée qui faisait partie du protocole. La lumière, d'un jaune étudié, se reflétait sur les surfaces de verre et adoucissait les traits, donnant à chacun l'illusion d'une harmonie sans aspérité. Aïcha observa cet espace avec une attention nouvelle, consciente que c'était là que se jouait désormais l'essentiel, non pas dans les mots échangés, mais dans les positions occupées. Elle se tenait encore près de la périphérie, fidèle à un réflexe ancien lorsque l'homme qu'elle avait remarqué plus tôt s'approcha. Il ne se présenta pas comme on le faisait d'ordinaire dans ce genre de contexte. Il n'y eut ni sourire appuyé, ni geste spectaculaire. Il se plaça simplement à une distance respectueuse, suffisamment proche pour être entendu, sans attirer les regards. Sa voix était calme, presque basse, et il lui demanda si elle accepterait de se tenir à ses côtés quelques minutes, le temps d'un passage près du podium. Aïcha sentit le poids de la proposition avant d'en mesurer la portée. Il ne lui offrait pas un refuge, mais un déplacement. Elle comprit immédiatement que cet homme n'était pas venu par pitié ni par impulsion. Il était arrivé après l'avoir entendu parler, après avoir observé la manière dont elle avait posé un diagnostic sans chercher à séduire. Il avait attendu ce moment précis pour s'assurer qu'elle avait une consistance propre, qu'elle n'était pas seulement une présence à sauver. Il n'expliqua pas tout. Il se contenta d'évoquer, d'un ton neutre, l'existence de pression, de tentatives pour l'enfermer dans un accord qui dépassait le cadre professionnel. Il dit qu'il avait besoin, pour quelques instants, d'une personne qui n'appartenait pas à ce jeu-là, de quelqu'un que l'on ne pouvait ni acheter ni anticiper. Aïcha perçut la nature de l'échange sans s'y sentir enfermée. Elle savait qu'il y avait là une forme de calcul, mais elle ne se sentit pas utilisée, car il l'avait choisie pour ce qu'elle comprenait, non pour ce qu'elle représentait. Elle inspira profondément avant de répondre. Elle ajusta ses épaules,
reprit le verre qu'elle avait posé un peu plus tôt et s'en servit comme d'un appui discret. En quittant la zone près de la table des boissons, elle eut l'impression de franchir une frontière invisible. Elle n'acceptait pas pour être reconnue, mais pour affirmer qu'elle refusait désormais le rôle de proie silencieuse. Ils avancèrent ensemble vers le centre du hall. Le changement fut immédiat, mais subtil. Il n'y eut pas de silence spectaculaire, ni de volte-face théâtrale. Il y eut une série de micro-ajustements, presque imperceptibles. Des regards qui s'attardaient, des sourires plus nets, des salutations qui prenaient soudain la peine de se former. Ceux qui, quelques minutes plus tôt, avaient laissé glisser leur attention sur Aïcha, la regardaient maintenant avec une courtoisie appliquée. Elle sentit cette modification avec une lucidité inconfortable, comprenant que le respect pouvait être activé ou désactivé selon la personne à laquelle on se rattachait. Cette prise de conscience la traversa comme un courant froid. Elle se tenait droite, répondait aux salutations avec mesure, mais elle n'oubliait pas que cette considération était conditionnelle. Elle ne se nourrissait pas de cette attention nouvelle, car elle savait à quel point elle pouvait être retirée. Sophie apparut alors, surgissant d'un groupe voisin avec un empressement mal dissimulé. Son visage exprima une surprise brève, vite remplacée par un sourire qu'elle voulait naturel. Elle se rapprocha, posa une main légère sur le bras d'Aïcha, comme si leur proximité n'avait jamais été interrompue. Elle parla d'un ton familier, évoquant une anecdote partagée, cherchant à reprendre une place qu'elle avait volontairement abandonnée. Aïcha la regarda sans animosité visible. Son regard avait changé. Il n'était ni accusateur ni suppliant. Il était simplement lucide, débarrassé de l'attente d'un soutien qui ne viendrait pas. Elle répondit avec politesse, mais sans chaleur, consciente que quelque chose s'était définitivement déplacé entre elles. Sophie, percevant ce retrait, tenta de s'attarder, mais l'espace ne lui appartenait plus vraiment. Un peu plus loin, une femme observait la scène avec une attention calculatrice. Claire Beaumont ne se pressait pas. Elle n'avait pas besoin d'intervenir immédiatement. Elle analysait. Elle comprenait les signes, la logique sous-jacente, la provocation implicite. Elle vit Aïcha à la place où on ne l'attendait pas, et elle comprit que ce déplacement n'était pas accidentel. Elle reconnut dans ce choix une attaque contre l'ordre établi, une manière de déstabiliser des certitudes soigneusement entretenues. Aïcha sentit ce regard peser sur elle sans savoir encore à qui il appartenait. Elle savait simplement qu'elle était entrée dans une zone où chaque geste serait interprété, évalué, mis à l'épreuve. Cette victoire avait la texture d'une surface lisse, brillante, mais fragile. Elle était consciente que ce qui lui était accordé pouvait être remis en question à tout instant. Près du podium, l'homme qui l'avait invité à le rejoindre échangea quelques mots avec des donateurs, la présentant brièvement, sans emphase, comme une professionnelle qu'il respectait. Rien de plus. Rien qui la réduisit à un rôle décoratif. Aïcha se contenta d'acquiescer, de répondre lorsqu'on s'adressait à elle, sans chercher à capitaliser sur cette exposition soudaine. Lorsque la séquence prit fin et que le flux des invités se dispersa à nouveau, elle ressentit une fatigue étrange, mêlée d'une clarté nouvelle. Elle avait été vue, introduite, reconnue, mais elle savait que ce n'était qu'un début trompeur. Elle se trouvait désormais dans un espace où l'on chercherait à prouver qu'elle n'avait rien à y faire. Elle resta néanmoins à sa place, consciente que reculer aurait annulé ce qu'elle venait de franchir. La lumière continuait de flatter les visages, les conversations reprenaient là leur cours, et la soirée semblait poursuivre son mouvement sans heurts. Pourtant, sous cette surface lisse, Aïcha percevait déjà les tensions à venir. La zone réservée à la vente aux enchères caritatives concentrait désormais l'attention. Les fauteuils avaient été rapprochés, les conversations s'étaient densifiées et un cercle informel s'était formé autour de ceux dont le nom comptait.
Un animateur, micro en main, remerciait les mécènes avec une jovialité parfaitement calibrée, égrenant les montants et les engagements pendant que les applaudissements ponctuaient chaque annonce. Tout semblait réglé pour produire de la reconnaissance, de l'image et une impression d'unité. Aïcha se tenait légèrement en retrait de ce cercle, suffisamment proche pour être incluse, suffisamment éloignée pour ne pas en être le centre. Pourtant, elle sentit presque immédiatement que quelque chose avait changé. Les mots circulaient plus vite que les corps, glissant d'une oreille à l'autre avec une précision cruelle. Elle n'entendait pas toujours les phrases entières, mais certains fragments lui parvenaient, clairs et impossibles à ignorer. On parlait d'elle comme d'un concept, d'une fonction temporaire, d'un outil. Les expressions revenaient, murmurées avec ce ton feutré qui se voulait respectueux. Bouclier de diversité, relation de communication, coup médiatique. On ne riait pas franchement, on ne désignait personne du doigt, mais chaque allusion était suffisamment explicite pour trouver sa cible. Cette violence-là ne cherchait pas à blesser ouvertement, elle cherchait à assigner, à réduire, à enfermer sans éclat. Aïcha sentit une pression sourde s'installer dans sa poitrine. Elle garda pourtant une posture droite, consciente que la moindre réaction visible serait interprétée comme une confirmation. Elle se força à écouter l'animateur, à suivre les montants annoncés, mais les voix autour d'elle prenaient une épaisseur particulière, comme si elles se rapprochaient de son visage. C'est alors que Claire Beaumont s'approcha. Elle le fit sans hâte, avec cette assurance tranquille de celles qui savent qu'on leur laissera toujours la place. Son sourire était mesuré, presque bienveillant, et sa voix portait juste assez pour être entendue par ceux qui devaient l'être. Elle observa brièvement Aïcha, puis laissa glisser son regard vers ses oreilles, désormais nues. Elle commenta, d'un ton faussement admiratif, la rareté de certains modèles anciens, évoquant la difficulté de trouver des pièces authentiques, les copies de plus en plus sophistiquées, et l'importance de savoir reconnaître le vrai du faux. Elle ne prononça jamais le mot qui aurait rendu l'attaque trop évidente, mais chaque syllabe visait le même point précis. Aïcha sentit le sang affluer à ses tempes. Le souvenir du geste précipité, du fermoir glissé dans le portefeuille, lui revint avec une netteté presque physique. Elle pensa à ce moment où elle avait enfoui les boucles comme on cache une faute, espérant que le simple fait de les retirer suffirait à effacer la scène. Autour d'elle, certains sourires se figèrent, d'autres s'élargirent imperceptiblement, savourant la tension. Sophie se tenait là, à portée de voix. Elle aurait pu intervenir, détourner la conversation, offrir une sortie. Elle ne le fit pas. Son regard glissa ailleurs, accroché à un autre groupe, à une autre opportunité. Cette absence de réaction pesa sur Aïcha plus lourdement que la remarque de Claire. Elle comprit alors que le silence pouvait être une forme de trahison, douce et efficace, parce qu'elle se dissimulait derrière la prudence. Lorsque Claire se tut, laissant flotter son insinuation dans l'air, un vide se forma. Aïcha sentit ce moment s'étirer, comme si la pièce retenait son souffle. Elle releva la tête et regarda droit devant elle. Sa voix, lorsqu'elle parla, ne trembla pas. Elle n'éleva pas le ton et ne chercha pas à se justifier. Elle dit simplement que oui, les boucles étaient artéfausses, et ajouta, avec la même clarté, que la fausseté n'était pas toujours là où on prétendait la débusquer, évoquant la politesse et la bienveillance qui se donnaient en spectacle dans cette salle. Ces mots tombèrent, sans agressivité, mais avec une précision qui désarma. Ce n'était pas une défense, mais une affirmation. Elle ne niait rien, elle nommait. Un silence plus dense s'installa, différent des pauses précédentes. Certains détournèrent le regard, d'autres semblèrent soudain absorbés par leur verre. Claire conserva son sourire, mais ses yeux se firent plus attentifs,
évaluant cette réponse inattendue. Aïcha sentit une forme de soulagement paradoxal, comme si dire la vérité, même au prix d'une exposition brutale, lui avait rendu un fragment de contrôle. Elle quitta alors le cercle sans précipitation. Ses pas la conduisirent puis vers un couloir latéral, plus étroit, où le bruit de la salle se faisait lointain. Les murs y étaient laids, plus froids, l'éclairage plus cru. Elle s'arrêta près du vestiaire, posa une main contre le mur pour se stabiliser et inspira lentement. Ses mains tremblaient, mais aucune larme ne venait. Elle ouvrit son portefeuille et regarda les boucles d'oreilles reposant au fond, silencieuses. En les touchant, elle comprit avec une netteté douloureuse qu'elle s'était infligé cette blessure, en acceptant de croire qu'elle devait emprunter un éclat extérieur pour être tolérée. Elle avait consenti à se réduire, à se plier, et cette concession l'avait exposée bien plus que n'importe quel refus. Cette prise de conscience s'imposa à elle sans détour. Elle décida alors qu'elle ne jouerait plus ce rôle, qu'elle ne serait plus ce bouclier commode, même si cela signifiait redevenir invisible aux yeux de ceux qui comptaient ce soir-là. Elle resta là quelques minutes, le temps que son souffle se calme. Lorsqu'elle referma son portefeuille, ce geste n'avait plus la même signification. Elle ne cachait plus une faute, elle rangeait un objet qui ne lui appartenait pas symboliquement. Gaspard la trouva dans ce couloir sans la surprendre. Il ne posa pas de questions inutiles et ne tenta pas de la convaincre. Il se contenta de lui demander ce qu'elle voulait, ce dont elle avait besoin pour ne pas être broyée par ce mécanisme qu'il venait de voir à l'œuvre. La simplicité de la question la désarma plus que toute démonstration. Aïcha ne répondit pas immédiatement. Elle savait seulement qu'elle venait de traverser ce qui ressemblait à une défaite. Elle avait été étiquetée, exposée, utilisée. Pourtant, au cœur de cette chute intérieure, elle avait osé nommer la fausseté ambiante. Cette lucidité nouvelle, encore fragile, était peut-être le début de quelque chose qu'elle n'avait jamais eu le droit de revendiquer jusque-là. La zone réservée aux annonces finales avait été transformée en scène. Les projecteurs projetaient une lumière plus franche, presque blanche, et les objectifs des appareils photo s'alignaient donc comme des sentinelles. Antoine Leduc occupait l'espace avec aisance, multipliant les remerciements et les formules calibrées, exhibant la diversité comme une victoire mesurable, prête à être photographiée. Les applaudissements ponctuaient là de chaque phrase, donnant au décor l'apparence d'une réussite collective. Claire Beaumont choisit cet instant pour avancer. Elle se plaça à portée de voix, suffisamment près pour que ses mots portent, suffisamment loin pour conserver l'élégance attendue. Elle rappela, avec une douceur étudiée, l'existence d'un accord encore en suspens, évoquant des synergies à long terme et des engagements personnels qui garantiraient la stabilité des partenariats. Elle laissa entendre, devant témoins, qu'une alliance plus intime permettrait d'assurer la continuité des financements, liant sans le dire explicitement l'avenir des projets à une décision privée. Gaspard Valmont ne répondit pas immédiatement. Il observa la salle, les visages attentifs, les sourires suspendus, et comprit que l'instant avait été choisi pour l'obliger à préserver l'image. Lorsqu'il parla, sa voix ne chercha ni la séduction ni l'emphase. Il formula son refus avec la clarté de quelqu'un qui accepte les conséquences. Il déclara que si l'exercice du pouvoir exigeait l'humiliation d'autrui pour se maintenir, alors il se retirait de cet exercice. Il précisa qu'il préférait renoncer à un avantage immédiat plutôt que de cautionner un mécanisme qui se nourrissait de la dissimulation et de la contrainte. Un murmure parcourut l'assemblée. Les applaudissements cessèrent un instant, remplacés par une attente tendue. Claire conserva un masque impassible, mais son regard se fit plus dur. Antoine tenta de reprendre la parole, cherchant à rétablir le flux, à transformer la rupture en parenthèse acceptable. C'est à ce moment précis
qu'Aïcha revint dans l'espace éclairé. Elle n'avança pas pour se placer aux côtés de Gaspard comme un ornement. Elle se positionna légèrement en retrait, là où sa voix pourrait être entendue sans être noyée par le décor. Elle avait observé toute la soirée, non par curiosité, mais parce que l'indifférence l'avait rendue attentive. Les changements de dernière minute, les noms qui disparaissaient des listes, les ajustements présentés comme des détails lui avaient reparlé avec une cohérence que d'autres ne percevaient même pas. Lorsqu'elle prit la parole, elle le fit sans hausser le ton. Elle évoqua d'abord un calendrier de livraison dont les dates ne correspondaient pas aux annonces faites quelques minutes plus tôt. Elle expliqua que certains fournisseurs avaient été remplacés à la dernière heure, sans justification opérationnelle, et que cette substitution créait une rupture dans la chaîne. Elle mentionna un partenaire logistique retiré de la liste officielle, alors que ses équipes le figuraient encore dans les plannings internes. Elle parla d'une ligne budgétaire, présentée comme un poste caritatif, dont la traçabilité passait par un fonds intermédiaire, diluant les responsabilités. Elle ne s'attarda pas sur les intentions. Elle se contenta de décrire les faits avec la précision de quelqu'un qui connaît la manière dont une organisation fonctionne lorsqu'elle se met à mentir à elle-même. Elle cita des heures, des références, des échanges de courriels, des plannings validés puis modifiés. Chaque élément s'emboîtait dans le suivant, dessinant un schéma que personne ne pouvait contester sans s'exposer. Antoine tenta d'interrompre, parlant de complexité, d'ajustements nécessaires, de contraintes imprévues. Aïcha poursuivit, sans se laisser entraîner sur le terrain de l'émotion. Elle expliqua que la complexité n'excusait pas l'opacité et que les contraintes n'autorisaient pas le contournement des règles annoncées. Elle précisa que la diversité brandie comme un emblème ne compensait pas une gouvernance défaillante et que l'efficacité réelle se mesurait à la cohérence des processus, non à l'esthétique des discours. Claire intervint alors, tentant de réduire l'intervention à une réaction personnelle, suggérant que la jalousie ou l'amertume pouvaient déformer la perception. Aïcha répondit sans s'écarter de son cadre. Elle rappela que les systèmes ne se vexaient même pas et que les données ne ressentaient rien. Elle souligna que ce qui était exposé ne relevait pas d'une interprétation, mais d'un enchaînement vérifiable. Elle invita quiconque en doutait à consulter les documents et à suivre le cheminement des décisions. Gaspard se tint derrière elle, sans s'approprier ces mots. Il confirma les éléments présentés et demanda, devant l'Assemblée, l'ouverture immédiate d'un audit indépendant. Il précisa que sa participation au projet concerné serait suspendue jusqu'à la clarification complète des flux et des responsabilités. Cette décision, formulée sans colère, eut l'effet d'une fracture nette. La salle réagit par vagues. Certains détournèrent le regard, d'autres sortirent pour leur téléphone. Quelques-uns échangèrent des murmures inquiets. Antoine pâlit légèrement, conscient que l'architecture qu'il avait mise en scène se fissurait sous le poids de preuves concrètes. Claire se retrouva sur la défensive, contrainte de répondre non plus par des insinuations, mais par des explications. Aïcha sentit une stabilité nouvelle l'habiter. Elle avait choisi de rendre la vérité publique, sachant qu'elle y perdrait peut-être des opportunités et des alliances fragiles. Elle comprit alors que sa valeur ne dépendait ni d'une reconnaissance accordée, ni d'une protection consentie. Elle résidait dans cette capacité à voir les structures et à les nommer sans trembler. La lumière continuait de frapper les visages, mais l'atmosphère avait changé. Le vernis de la soirée s'écaillait, laissant apparaître la mécanique nue. Ce n'était pas une explosion, mais un effondrement froid, méthodique, provoqué par des faits, des procédures et une honte difficile à esquiver. Lorsque le silence retomba, il n'avait plus la même signification. Il marquait la fin d'un récit soigneusement entretenu et l'ouverture d'un espace où la vérité venait de prendre place. Les jours qui suivirent la soirée ne furent
ni spectaculaire, ni silencieux. Ils s'installèrent dans une normalité légèrement déplacée, comme si la ville avait repris son rythme habituel tout en laissant apparaître des fissures discrètes. Paris continua de se lever tôt, les cafés ouvrirent à l'heure, les mails s'accumulèrent dans les boîtes de réception, mais quelque chose avait changé dans la manière dont certains noms circulaient. Sophie Laurent en fit l'expérience sans qu'aucune explication ne lui soit donnée. Les invitations se raréfièrent, puis cessèrent. Les réunions informelles, auxquelles elle était habituée, se tinrent sans elle. Personne ne lui reprocha quoi que ce soit, et aucun reproche explicite ne fut formulé. Les messages restèrent polis, parfois chaleureux, mais ils ne débouchèrent sur rien. Elle comprit progressivement que l'accès qu'elle avait tenté de préserver s'était refermé, non par sanction visible, mais par cette forme d'exclusion feutrée qui caractérisait le milieu qu'elle avait voulu intégrer. Elle n'avait pas été punie, elle avait été effacée. Claire Beaumont, de son côté, vit son autorité se diluer. Les accords annoncés furent suspendus sous prétexte de vérification nécessaire, et l'audit promis prit une ampleur qui dépassa le cadre initial. Les partenaires se montrèrent soudain prudents, exigeant des garanties supplémentaires, retardant leurs engagements. Claire ne perdit pas tout, mais elle perdit ce qui faisait d'elle une figure intouchable. Elle devint une option parmi d'autres, un risque à évaluer et non plus la gardienne incontestée des accès et des décisions. Aïcha observa ces conséquences à distance. Elle ne chercha pas à en tirer une satisfaction particulière, car elle savait que ce qui s'était joué dépassait les personnes. Elle reprit son quotidien, ses trajets, son travail, ses responsabilités. Son appartement n'avait pas changé, pas plus que ses contraintes financières. Elle ne déménagea pas et ne transforma pas sa vie en récit de réussite soudaine. La réalité restait ce qu'elle était, mais elle ne l'écrasait plus de la même manière. Elle revit Gaspard à plusieurs reprises, toujours dans des contextes sobres. Ils parlèrent de projets, de limites, de ce qu'ils attendaient et de ce qu'ils refusaient. Il n'y eut aucune tentative de mise en scène, aucun désir de la présenter comme une preuve de vertu ou de modernité. Gaspard respecta une distance claire, conscient que la moindre instrumentalisation aurait annulé ce qui les avait rapprochés. Leur relation avança lentement, construite sur des échanges francs, sans promesses excessives ni rôle assigné. Un après-midi, quelques semaines après la soirée, Aïcha entra dans une petite bijouterie de quartier. L'endroit n'avait rien d'impressionnant. Les vitrines étaient simples et l'accueil discret. Elle demanda à voir une paire de boucles d'oreilles en argent, sans pierres rares ni histoire prestigieuse. Elle les observa longuement, évaluant leur forme, leur solidité, leur simplicité. Elles n'étaient pas destinées à attirer l'attention, mais à durer. Elle les acheta avec son propre argent, sans hésitation excessive, consciente de la portée du geste. En sortant, elle glissa la boîte dans son sac et continua sa journée. Ce choix n'avait rien d'un symbole ostentatoire. Il était une décision intime, presque banale, mais profondément ancrée dans ce qu'elle avait compris d'elle-même. Elle n'avait plus besoin d'emprunter l'éclat de qui que ce soit pour exister. Le jour où elle porta ses boucles pour la première fois, ce fut pour une réunion professionnelle dans une salle modeste, loin des projecteurs et des flashs. Autour de la table, les regards se posèrent sur elle, évaluant sa parole, sa posture, ses propositions. Elle sentit ces regards sans s'y soumettre. Ils n'avaient plus le pouvoir de la faire se rétracter. Elle parla avec assurance, consciente de ses compétences, sans chercher à se justifier ni à se diminuer. À la fin de la réunion, alors que les participants quittaient la salle, Aïcha resta un instant seule. Elle ajusta légèrement une boucle d'oreille, puis se leva. Elle pensa brièvement à la soirée de Noël, au hall lumineux, aux murmures, à la honte muette et à la clarté qui avait suivi.
Ses souvenirs n'étaient non plus des blessures ouvertes, mais des repères, des points d'ancrage dans son parcours. En sortant du bâtiment, elle fut traversée par un sentiment calme, dépourvu de triomphe. Elle n'avait pas été sauvée, et personne n'avait changé sa vie à sa place. Elle avait été choisie, certes, mais surtout, elle s'était choisie elle-même, au moment précis où elle avait refusé de se réduire pour être acceptée. Cette certitude ne dépendait plus d'un contexte ni d'un regard extérieur. La ville l'accueillit avec son indifférence familière. Les passants la croisèrent sans la connaître. Les vitrines reflétèrent son image sans la juger. Aïcha marcha droit devant elle, consciente de sa place, non pas comme d'un espace à conquérir, mais comme d'une position qu'elle avait définie. Elle n'était plus une date de circonstance, ni un symbole à exhiber. Elle était une femme qui choisissait, et cette décision, silencieuse et ferme, suffisait à tenir le monde à distance. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire d'Aïcha Mbaye jusqu'au bout. Ce que vous venez d'entendre dépasse la fiction, car ce récit s'inspire de situations bien réelles, vécues chaque jour par des personnes réduites au silence par le regard social. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire et à nous dire d'où vous nous regardez. Votre voix compte autant que celle des personnages que nous racontons. Pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un like pour soutenir ce travail et permettre à d'autres histoires, inspirées de la vie, de voir le jour.